Après plus d'un mois de carême, à Saint-Pierre, l'eau se tarit. Pourtant, là-haut, des vallons sillonnés de rivières nourrissent les ambitions les plus démesurées des hommes. Si l'eau n'est pas à disposition, qu'importe, on ira la chercher où elle est. Les prospections commencent pour s'achever ici en 1760. Donc ici, nous sommes sur la commune de Foncé-Denis, donc à la prise d'eau principale. En fait, c'est là que le canal des Esclaves débute. D'accord ? Là, vous avez une captation relativement sommaire, avec un filtre, où une partie relativement importante de l'eau sera captée et sera canalisée dans ce canal, justement. Le début d'un projet colossal, un canal maçonné sur 6 km pour faire pénétrer l'eau jusqu'au cœur des zones plus sèches. Il faudra 17 ans pour en venir à bout. 4 des plus grandes habitations de la région déploieront des moyens humains, financiers considérables pour apporter l'élément vital au développement de Saint-Pierre. Cette eau servait à faire tourner les moulins de sucreries qui étaient quand même relativement importantes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette zone, notamment à Saint-Pierre, il y avait quand même une bonne vingtaine de distilleries avant l'éruption de la montagne Pelée. À la même époque, dans le sud, on a surtout privilégié les moulins à vent, alors que dans le nord, c'était les moulins à eau, puisque le réseau hydrographique dans le nord était beaucoup plus important. Face au règne déchu de Saint-Pierre, le canal des Esclaves, lui, a survécu. Une pérennité qui témoigne aussi de la prouesse architecturale pour l'époque. La pente est relativement faible et on voit quand même que l'eau coule par gravité et il y a quand même de la pression. Pour penser à ça, pour le réaliser, il fallait quand même... c'est une forme d'ingéniosité assez quand même élaborée. On a très peu d'informations sur les conditions dans lesquelles ces travaux ont été exécutés. Mais on pense que ça a dû être extrêmement difficile, périlleuse, et qu'il y a eu vraisemblablement de nombreuses victimes quand on voit les à-pics aussi importants. Donc à l'époque, on sait très bien que les moyens de protection et de sécurité n'étaient pas forcément légion. Mais chacune de ces vies arrachées dans les forts renforce l'indignation, la colère. Nous sommes en 1822, il faudra attendre encore 26 ans pour que les esclaves brisent leurs chaînes. Le Haut-Carbet paraît bien calme, pourtant même le murmure de l'eau ne parvient pas à apaiser la révolte qui gronde. Les esclaves qui étaient dans cette zone des Hopitons bénéficiaient à l'époque d'une certaine autonomie, d'une certaine liberté. Et justement, c'est cette certaine liberté, entre guillemets, qui leur a permis de tenter une révolte qui a failli réussir en 1822. C'est la première fois que les esclaves prenaient le coutelas et avaient même à cette époque, ils avaient tué. Un paysage où les traces de la plus sombre période de la Martinique perdurent, parfois sous ses formes les plus torturées. La flore est adaptée. En l'occurrence, on a ici un zamana. Donc c'est un arbre qui a été introduit très tôt, dès le début de la colonisation. Non pas pour faire de l'ombre à la canne à sucre, mais sur certaines exploitations, on a planté des cacaoyers et des caféiers, qui sont des arbres ce sont des héliophiles, mais qui adorent l'ombre. Et c'est dans ce sens-là qu'on a introduit en Martinique ces amanas, qui ont la faculté d'avoir des branches qui poussent de manière horizontale. On dirait qu'elles défient les lois de la pesanteur. Donc ces arbres immenses, tout comme les fromagers, produisent beaucoup d'ombre. Et c'est sous ces arbres qu'on trouvait des cacaoyers ou encore des caféiers. Aujourd'hui, l'eau captée ici sert à irriguer les exploitations de la région. De quoi se pencher sur une théorie très controversée, le postulat que l'eau garderait le souvenir des événements passés. Peut-être, peut-être pas, elle est en tout cas ici le meilleur vecteur pour appréhender une mémoire vivante, ouverte sur un perpétuel devenir.